de la journée. Alors, d'aucuns diraient, mais il est le président de l'association, est-ce que ça lui donne pour autant le droit de parler des sujets de planification financière, etc. Donc, au-delà d'être le président de l'EGFIA, je suis auteur. Donc j'ai sorti un ouvrage en 2018 sur la gestion des finances personnelles, dont le titre était Mieux gérer ses finances personnelles, le budget personnel. Et donc depuis 2018, j'ai lancé un programme qu'on appelle l'école des finances personnelles. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler. Donc l'école des finances personnelles qui se tient chaque année, une à deux sessions, où j'entretiens les gens sur les questions de gestion de leurs finances. Au-delà de ça, en 2022, j'ai eu la chance de me faire certifier comme éducateur financier auprès d'un organisme canadien. Vous savez, les Canadiens sont très avancés sur les questions de finances personnelles. L'objectif, c'est quoi? On peut se demander, mais pourquoi se donner autant de mal? Donc, beaucoup commettent l'erreur de penser que dès lors que quelqu'un fait dans le métier du chiffre, c'est qu'il sait bien gérer de l'argent. Faux. Et je vais vous dire, je vais vous surprendre, les banquiers font partie de ceux qui gèrent le plus mal leur argent. Pourtant, ils sont dans le domaine financier. Pardon, hein, il reste. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que, alors je suis expert comptable, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me faire certifier? Parce que justement, je ne veux pas venir parler des choses que je ne connais pas vraiment, dont je n'ai pas appris la pédagogie. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'intéresser au sujet? Parce que j'ai une histoire aussi. Vous savez, je suis comme tout autre Togolais, un jeune Togolais, qui en 2006 par là, en 2006 par là, finissait ses études à l'université de Lomé et qui se lançait dans le cursus d'expertise français et qui avait juste besoin d'un stage, qui a eu du mal déjà à trouver son stage. J'ai passé 2 ans à la maison sans trouver de stage. Et après, j'ai pu trouver quand même, et je me suis lancé dans le monde professionnel. Et très vite, je me suis rendu compte des réalités. En fait, la réalité, c'est que personne ne nous prépare au monde du travail. Sur les bancs, on ne nous apprend pas comment ça se passe en réalité. On ne nous confronte pas aux réalités du monde du travail. Et très vite, on se rend compte que, mais une chose, vous savez, quand on est sur les bancs, on cherche très vite à commencer à travailler, n'est-ce pas? Et puis quand on commence à travailler, on dit, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais aller à la retraite? Parce que c'est tellement épuisant. Mais en réalité, on en arrive à dire ça parce qu'on n'a pas été préparé. Vous savez, quand tu t'attends à un choc, tu le reçois mieux que quand tu ne te prépares pas du tout. Donc si on te dit, écoute, ça va te faire mal, quand on te pique, mentalement, tu t'es déjà préparé. Mais quand on te dit rien du tout, ou carrément on te dit, non, ça va et tout. Donc tu es relax. Et quand on te pique, ah là, c'est les clients. Là, on saute, parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et c'est la même chose qui se passe quand nous parlons de finances personnelles. On ne nous fait pas comprendre qu'une chose est de gagner de l'argent, l'autre est de pouvoir joindre les deux pour avec cet argent. Et on se retrouve, mais je travaille et je ne m'en sors pas. Mais maintenant, je suis à mon propre compte, je ne m'en sors pas. Mais pourquoi je ne m'en sors pas? Parce que personne ne m'a appris comment faire. Ça rentre, ça sort. Je sais que l'argent rentre, l'argent sert à être utilisé, c'est tout. Et donc, cette conférence va nous permettre d'aborder le sujet très important de la planification. Alors, j'ai décidé de cumuler les deux thèmes, puisque le thème de la planification financière, l'urgence de l'heure, et puis le budget comme étant, c'est en fait les deux s'imbriquent. Je vais faire une seule présentation, et puis après, je vais laisser la place à ma consoeur pour
continuer avant qu'on aille vers la suite. Donc, pourquoi est-ce que planifier l'argent est une nécessité de l'heure, selon vous? Au-delà de tout ce que je viens de dire, qui est classique, actuellement, pourquoi ça devient encore un sujet plus important? Parce que nous sommes dans un monde en crise. Ok? Donc, quand vous voyez à l'écran, vous voyez un peu, hein, ça vous parle. Ça montre un peu le visage qu'a le monde aujourd'hui. Okay? Donc, il y a entre-temps la crise Covid qui a impacté les vies, qui a impacté les emplois, qui a impacté donc les finances. Les gens ont vu leur entreprise du jour au lendemain fermée. Donc, ils sont privés de leur source de revenus d'un seul coup. Vous voyez? En fait, personne n'était préparé à ça. Et le problème, c'est que les crises se succèdent et ne se ressemblent pas, mais ont les mêmes impacts. C'est-à-dire que ces crises viennent anéantir la capacité des gens à subvenir à leurs besoins, à vivre convenablement. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les crises n'ont pas fini d'arriver. Et qu'il y a encore d'autres crises qui viendront. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des conférences comme celle-ci qui vous permettent d'être conscient de la chose et de vous préparer à vous en sortir. Parce que oui, on peut s'en sortir, même dans un monde en crise. Donc, il y a la crise Covid, il y a les questions de changement climatique. Vous connaissez le sujet. Et d'ailleurs, il paraît que vers les années 2050 par là, il y aura de nouvelles maladies qui verront le jour. Notamment les maladies de peau, les cancers, de nouvelles formes de pathologies qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura besoin de plus d'argent pour se traiter. Donc, il y a une ligne de dépenses qui va augmenter. C'est la santé. Peut-être qu'il faut acheter plus de graines, etc. Il faut aller plus voir le dermato, etc. Voilà. Les changements climatiques impactent également la capacité de nos agriculteurs à mettre à disposition des produits de première nécessité. Et quel impact? Lorsqu'on a moins d'offres sur le marché et que la demande supplante, qu'est-ce qui va se passer? Les prix augmentent. Donc, on va vivre l'inflation. L'inflation a pour effet de diminuer votre pouvoir d'achat. Vous voyez? Donc, c'est dans ce monde que nous sommes. Et comme je disais tantôt, ça ne va pas s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Nous avons également une autre image, c'est l'image de la guerre. La guerre partout aujourd'hui. Ce n'est pas qu'en Afrique. Bon, je l'ai dit heureusement, c'est venu dans ma tête de dire non, parce qu'avant, les Occidentaux, ils nous pointaient du doigt. Et vraiment, l'Afrique, là, c'est la guerre, c'est voilà. Et puis là, c'est pas l'Afrique qui fait la une de l'actualité. Hein. Et donc, la Russie et l'Ukraine sont les vedettes actuelles. Et vous avez vu ce que la crise en Ukraine a eu comme impact. Au début, on se disait que c'est leur affaire, voilà, ils n'ont qu'à s'entretuer là-bas. Bon, de toute façon, on mourrait depuis. Donc bon. Mais très vite, on s'est rendu compte que aujourd'hui, plus qu'avant, nous sommes dans un monde globalisé. Un monde dans lequel on ne peut plus se mettre à l'écart, on ne peut plus échapper en fait à l'effet de ce qui se passe dans un autre pays, dans un autre continent. Et nous avons vu la crise inflationniste que ça a créé dans le pays. Le fait tout simplement que nous sommes tellement dépendants de l'extérieur et que dès lors que les prix à l'importation augmentent, ça se reflète directement sur les prix du panier de la ménagère. Et ça se sent. Qui ici n'est pas conscient que la boîte de lait qui se vendait à 2000, 1800, aujourd'hui tu l'achètes à 3000. Les prix ont augmenté, ouais. Où je me trompe. Tout le monde vit ça. Tous les prix augmentent. Voilà. Donc, en fait, c'est le monde dans lequel nous sommes. Dès d'abord, on comprend que c'est très important
que nous nous cultivions financièrement, que nous ayons cette intelligence financière aussi, parce que justement, nous sommes dans un monde qui le requiert encore plus. Et ceux qui vont l'ignorer, c'est eux qui vont souffrir. Et ce monde en crise-là, c'est ce que je résume. C'est pas moi qui résume, c'est ce qu'on dit au niveau international, que c'est le monde VUCA. Donc nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un monde VUCA. Donc un monde qui est rempli de vulnérabilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Donc c'est en anglais, le monde VUCA. Tout ce que je viens de décrire, c'est ça qui est résumé comme ça. Donc gardez à l'esprit à chaque fois que nous sommes dans un monde VUCA. Ce qui fait que si nous ne planifions pas, si nous ne nous projetons pas, si nous ne nous préparons pas, nous risquons de souffrir. Alors, le contexte étant posé, nous allons chercher à comprendre c'est quoi la planification au juste. Quand nous parlons de planification financière, c'est quoi la planification? Regardez l'image que vous avez là à l'écran. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, comme vous le voyez, là, c'est Dubaï, 1990-2000. C'est-à-dire, il y a 20 ans en arrière. OK? Maintenant, regardez cette image. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez vu, en fait, c'est impressionnant. Partir de zéro et devenir héros. C'est impressionnant. Mais la question c'est, comment est-ce que, en 20 ans, moi j'étais à Dubaï en 2019, et quand tu atterris à Dubaï, tu rentres dans la nouvelle ville, c'est-à-dire celle-ci. Et puis après, quand tu veux faire les achats, tout ça, etc., bon, on te dit, bon, on t'amène dans l'ancienne ville. Non mais c'est quoi? C'est le même pays, ça. Parce que là, je me suis retrouvé au marché, je pensais être au grand marché de Lomé, hein. L'ancienne ville. Et c'est dans l'espace de 20 ans. 20 ans, ce n'est rien, hein. Pour un pays, pour bâtir un pays, 20 ans, ce n'est rien. Donc ça, c'est une très belle performance. Et c'est une hyper performance. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à passer donc, de cet état désertique, cet état de précarité, à un état où on voit que tout est bâti, tout est joli, tout est équilibré, en tout cas, en voyant. C'est ça qui m'amène à poser la question, quels sont les facteurs qui ont contribué à passer de l'ancien Dubaï au nouveau Dubaï? En fait, quand vous allez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un plan. Il y avait un plan. Parce qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans même en arrière, il y avait un chef qui a sollicité un architecte britannique pour dire, moi j'ai une vision, voilà à peu près ce que je veux faire de Dubaï. Je veux faire de Dubaï une ville touristique. Donc, fais-moi un plan qui me permet d'atteindre cet objectif. Et donc, ils ne sont pas partis de rien, ils sont partis d'un plan. Donc, entre 0 et héros, là, il y a quelque chose. C'est le plan. Ça commence par le plan. Vous voyez? Donc, Dubaï a usé de planification. C'est ça qui m'amène à vous parler du sens du mot planifier. Donc, planifier contient le mot plan. Un plan permet de voir dès aujourd'hui ce que sera un édifice demain, dans l'avenir. N'est-ce pas? Lorsque vous voulez construire votre maison, vous demandez à un architecte qui vous fait un plan. Quand vous voyez la maison, vous voyez déjà ce que vous voulez. Ce dans quoi vous voulez habiter dans 10 ans, dans 5 ans, etc. Donc c'est ça l'avantage d'avoir un plan. La planification, c'est le pont entre votre projet et sa réalisation. Parce que nous avons tous des projets ici. Mais le vrai problème, c'est que est-ce que nous planifions?
Ok, oui, bon, moi, je serai je deviendrai ministre demain. Ok, mais pour devenir ministre, il y a un parcours. Est-ce que tu t'es assis pour dire, bon, voilà les moyens que je me donne pour devenir ministre demain? Ok, moi je veux devenir milliardaire. Bon, les jeunes, les plus jeunes, ils connaissent toutes les marques de véhicules de luxe. Moi je connais même pas. La dernière fois, je réfléchis, est-ce que Aliko Dangote connaît le nom même des véhicules de luxe? Pourtant, il est le big one de la vie. Ce n'est pas mauvais, parce qu'il faut rêver. Mais le vrai problème, c'est que nous rêvons aux belles voitures, aux belles maisons. Mais nous ne nous asseyons pas pour dire comment on fait concrètement pour arriver à ça. Faute de planification. D'accord? Donc, planifier, c'est l'élément qui permet de faire le pont entre le projet et sa réalisation, entre un rêve et sa réalité. Avez-vous déjà eu à planifier un aspect de vos vies? Je suis sûr que oui. Et si je posais la question, les gens vont me dire, oui, moi j'ai eu à planifier ma vie scolaire, d'autres ma vie estudiantine, d'autres ma vie professionnelle, d'autres la vie spirituelle, la vie financière, bref. On peut planifier tout. On peut établir un plan dans tous les domaines. Mais ici, aujourd'hui, nous voulons nous faire un focus sur la planification financière. Donc, comment planifier? Pour planifier, la première étape, c'est se fixer des objectifs. Et c'est vrai pour tous les domaines dans lesquels on peut planifier. Et surtout pour l'argent. Le problème, c'est que les gens disent, je veux de l'argent, mais ils ne savent même pas combien ils veulent d'argent. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils veulent cet argent. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire avec cet argent. Vous voyez la source de nos problèmes. Parce qu'on ne sait pas établir des objectifs. Souvent, nous confondons des objectifs à nos vœux. C'est-à-dire, c'est un vœu, des vœux pieux. C'est comme ça qu'il y a des milliers, des millions d'Africains qui ont dit dans leur vie, moi je serai riche, mais ils n'ont jamais pu avoir cette richesse. Parce que ça sort de la bouche. Tout ce que tu fais sans établir un plan, tu ne peux pas y arriver. C'est pas possible. Donc, il faut établir d'abord, se fixer d'abord des objectifs. Et les objectifs doivent être smart. Les objectifs smart, c'est quoi? Vous voyez? Les objectifs, par exemple, quand quelqu'un dit je veux devenir riche, ça c'est pas un objectif. Alors que comme je vous dis, la première étape dans ta planification, c'est de savoir où tu veux arriver. Donc, où est-ce que je veux arriver? Je veux devenir riche. Non, ça ne marche pas. Il faut commencer déjà à dire combien je veux avoir et dans combien d'années je veux l'avoir. Ok? Donc, on va prendre l'exemple. Si je veux, par exemple, cumuler 10 millions de francs CFA sur mon compte épargne, si je veux le traduire en objectif SMART, on dit que ça soit spécifique. C'est-à-dire que je cible exactement la nature de ce que je veux. Donc, je veux de l'argent, du cash. Ok. Il faut que ça soit mesurable. Donc, je veux combien? Je veux 10 millions. N'est-ce pas? Il faut que ça soit atteignable. C'est-à-dire que tu ne peux pas être étudiant et dire que dans 3 jours, toi tu veux 10 millions sur ton compte. C'est-à-dire que tu vas aller voir les gens qui font les portefeuilles magiques. C'est ça qui pousse les gens à aller faire les publics, tout ça là, les portefeuilles magiques. Parce que ce n'est pas atteignable. Ok? Et puis il faut que ça soit réaliste aussi. Donc les deux vont un peu de pair. Ou encore réalisable. Voilà. Il ne faut pas se fixer des objectifs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis, il faut que ça se réalise dans un temps défini, c'est-à-dire temporel. Donc, je veux avoir 10 millions sur mon compte épargne dans 1 an. Là, je suis précis. Là, j'ai un objectif qui est SMART.
N'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Une fois que je définis mon objectif, la prochaine étape, c'est que je dois avoir un plan d'action. Ok, je veux avoir 10 millions sur mon compte épargne dans un an. Mais comment je fais concrètement pour avoir les 10 millions? Je vais travailler, je vais investir, je vais voler, ce qui est exclu. Je vais aller payer le portefeuille magique, ce qui est exclu. Ouais. Donc, je dois savoir comment je fais concrètement. Et tout ça, il faut le poser sur papier, s'il vous plaît. Parce que les auteurs, les grands auteurs, ils ont dit que le papier a une puissance, a une force. Tout ce que tu dis en l'air, ça s'envole. Quand tu le couches sur papier, ça change quelque chose. Ensuite, il faut agir. Une fois que tu définis ton plan d'action, que tu définis ta feuille de route, maintenant, il faut se discipliner pour mettre en œuvre les différentes étapes de ce que toi-même tu t'es imposé. Et l'aboutissement, c'est que tu as les résultats. Maintenant, parlons de planification financière. Quels sont les différents domaines qui sont couverts? D'abord, on va faire l'analyse sur l'horizon temporel. Quand on parle de planification financière, il faut déjà se projeter dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que je me planifie sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? D'accord? Donc, on peut dire le court terme, ça va être entre 1-2 ans maximum. Le moyen, ça va être entre 3-5 ans. Et puis le long terme, bon, ça va être au-delà de ça. Après, bon, on peut avoir d'autres formes de coupures. Mais ça me semble acceptable. Ok? Donc, vous devez séparer vos différentes. Dans votre planification, vous devez savoir qu'est-ce que je poursuis comme objectif à court terme. Par exemple, si je dis que je veux acheter un véhicule dans un an, c'est un objectif à court terme. Même si je dis que je vais l'acheter dans 2 ans, c'est toujours à court terme. Mais à partir de 3 ans, c'est-à-dire que c'est à moyen terme. Et autant je planifie mes rentrées de revenus, autant je planifie mes sorties de ressources en termes d'épargne ou en termes d'investissement. Quels sont les outils qui vous permettent de planifier votre argent? Nous allons alors aborder un instrument clé, c'est le budget. C'est quoi le budget? Le budget, c'est un état prévisionnel de vos ressources et leur affectation aux différentes dépenses que vous faites. Mais quand on parle de dépenses, il faut voir au-delà des dépenses quotidiennes. Comme on l'a dit, on va se mettre dans des horizons soit court, moyen ou long terme. Ok? Donc, quand on parle de budget, on va parler de 3 notions importantes: le revenu, les dépenses et puis l'épargne. Et maintenant, l'épargne va se transformer en d'autres formes de placement et d'investissement pour nous permettre de grossir notre patrimoine. Donc, le revenu, c'est quoi? C'est ce que vous gagnez. Ok? Donc, dans votre planification, si vous commencez avec l'élaboration du budget, vous devez savoir exactement ce qui rentre dans votre poche. Si vous êtes étudiant, en fait, l'objectif, il faut noter, l'objectif, c'est que vous commenciez par prendre de bonnes habitudes. D'accord? Donc, si vous êtes étudiant, vous avez peut-être la bourse. Vous savez, dans les années 1980 et tout ça, il paraît que les gens qui étaient à l'université, ils arrivaient à acheter des terrains avec leur bourse. Et ils arrivaient à faire des investissements avec leur bourse. C'est-à-dire quand même que c'est des gens qui étaient plus ou moins éveillés. Bon, ils ont eu aussi des avantages du moment. Mais c'est pour dire que fondamentalement, vous devez savoir exactement ce qui rentre. Et donc, pour vous, étudiants ou élèves, ça va être la bourse que vous recevez. Ça va être tout ce que vous développez comme AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus.
Et là encore, c'est un élément fondamental parce que dans nos pays, on ne nous a pas éduqués en fait, parallèlement à nos études supérieures, à initier des activités. Et ça, c'est vraiment un mal. S'il vous plaît, c'est un mal dans le monde francophone. Je suivais un monsieur, je pense que vous aurez suivi également, c'est ça, c'était sur les réseaux sociaux en temps. Le monsieur disait qu'il était allé à une conférence au Nigeria et il voyait des étudiants qui venaient. Il voyait des étudiants, merci beaucoup. Il voyait des étudiants qui venaient et qui garaient leur véhicule. Du genre, la conférence d'aujourd'hui comme ça, vous venez, vous tous vous êtes en véhicule. Tout le monde vient avec son véhicule. Il était surpris, il dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Il était tellement surpris. Et il s'est approché d'un d'entre eux pour leur demander une chose. Vous êtes des étudiants? Il dit oui. Et vrai étudiant? Merci. Comment ça se fait que vous venez tous avec des véhicules? Vous avez suivi ça, non? Et le gars lui a dit, one leg in school, one leg in business. Donc, je pense que c'est des notions importantes que nous devons commencer à pratiquer. Quand vous êtes à l'université, vous êtes en train de vous préparer à rentrer dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, il n'y a pas de la place pour tout le monde, de toute façon, au niveau des entreprises. Donc, commencez à initier des petits trucs. Si à la fin vous trouvez du travail, c'est bon. Mais si vous ne trouvez pas du travail, vous aurez quand même commencé déjà à préparer vous-même quelque chose, votre entreprise, qui sera donc une source de revenus. Donc pour moi, si vous êtes ici, étudiant, et vous n'avez aucune source de revenus, que vous attendez seulement que vos parents vous donnent l'argent, vous attendez seulement que les bourses tombent, s'il vous plaît les amis, vous êtes en train de rater quelque chose. Vous devez développer des sources de revenus. Je veux voir la main de chacun comme ça. Je veux voir vos mains. Ok. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas 5 doigts? Bon, je ne dis pas si tu as eu un accident, mais tout le monde a 5 doigts. D'accord? Pourquoi est-ce que nous avons 5 doigts? Vous savez que la main traduit l'activité. La main traduit le travail. C'est avec la main que nous saisissons les choses. C'est avec la main que nous. En fait, la main, c'est un instrument d'action. Est-ce que vous savez ça? Et qu'il y a le pied qui bouge. Mais le pied peut bouger, mais c'est la main qui prend. C'est la main qui prend l'argent qui fait rentrer. C'est la main qui prend la nourriture pour donner au corps. La main joue un rôle fondamental. Et Dieu nous a donné 5 doigts. Parce que tout simplement, je vais vous donner le secret aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Parce que chaque individu doit avoir au minimum 5 sources de revenus. Et quand je dis ça, souvent les gens, ils sont surpris en fait. Oui, tu as 5 sources de revenus? Si, 5 sources de revenus au minimum. Comment je fais pour développer au moins 5 sources de revenus? Je vais vous donner mon exemple là. Donc, moi, j'ai ce que je perçois dans mon activité. Donc, d'éditeur, donc j'ai mon salaire. En dehors de ça, j'ai su identifier un certain nombre de forces personnelles dans le domaine de la formation. Donc, j'anime pas moi des formations. Et quand je les anime, ça fait des revenus complémentaires. On est à combien de sources de revenus? J'ai un livre que je vends également. Ça fait combien de sources de revenus? J'anime des conférences comme celle-ci. La dernière que j'ai faite, qui est vraiment finance personnelle, je l'ai faite au Bénin. J'ai fait une demi-journée, je suis revenu à Lomé avec pas moins d'un client. Ça fait combien de sources de revenus? Je parle des conférences liées aux finances personnelles. Ça fait 4, n'est-ce pas? C'est pas fini. Vous voulez que je continue? Ok. J'ai des placements en bourse qui me ramènent des intérêts. C'est-à-dire que j'ai un compte auprès
des structures de placement qui me ramènent de l'argent. Ça fait combien de choses? C'est pas fini. J'ai une activité de Tracy qui me fait rentrer des revenus mensuels. Ça fait combien? Je ne vais pas tout dire, mais je peux vous en lister jusqu'à 10. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'intelligence financière. C'est aussi la capacité à générer des revenus, à ne pas se limiter à son salaire. Notre mal, c'est que nous aimons trop le salaire. Et nous pensons que la seule façon de gagner de l'argent, c'est de percevoir son salaire. Beaucoup se contentent de leur salaire. Donc, quand je parle ici de revenus, ce n'est pas seulement le salaire, mais c'est tout ce que vous arrivez à faire tourner qui vous rajoute encore de l'argent à votre salaire. Ok? Ensuite, on a parlé de l'épargne dans les 3 éléments qui rentrent dans le budget. Donc, quand vous avez votre revenu, vous devez systématiquement mettre de côté au moins 10% de ce revenu-là. Et on ne parle pas d'un montant fixe. On parle de valeur relative. C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Si je gagne 1000 francs, 10% ça me fait combien? C'est-à-dire, on me dit tout simplement, quand j'ai 1000 francs entre mes mains, s'il vous plaît, vous devez enlever d'abord 100 francs, le mettre de côté, l'oublier avant de commencer à dépenser les 900 restants. Et ça, c'est une discipline qu'il faut acquérir très tôt dans la vie. C'est une discipline qu'il faut absolument acquérir très tôt. Donc, dans ton processus d'élaboration de ton budget, tu identifies tes revenus, tu isoles ton épargne et maintenant ce qui reste, tu vas l'utiliser pour tes dépenses. Et maintenant, tu dois également faire la liste de tes dépenses. Il y a des gens, quand tu leur demandes combien tu dépenses le mois pour ton carburant, ils ne savent pas te répondre. Combien tu dépenses le mois pour l'alimentation, ils ne savent pas te répondre. On ne peut pas vivre comme ça. Dans un monde vulgaire, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Tu dois avoir une idée. Si tu n'as pas une idée, c'est que le problème, c'est que tu n'optimises pas en fait ta gestion. Et on n'a pas une idée justement parce que nous ne notons pas. Nous ne notons pas nos dépenses. C'est pour ça que nous, Edufia a sorti, j'ai oublié le nom, je pense. Edufia a sorti un document qu'on appelle le cahier budget. C'est un outil de planification. C'est comme un journal qui te permet de noter chaque jour les dépenses que tu fais et d'avoir une vue dessus. Donc, dès lors que tu as une vue sur tes dépenses, tu es capable également de les planifier. Parce que tu sais, ok, à peu près, je dépense 10 000 francs le mois pour quelque chose, donc je sais me projeter sur les mois qui viennent. Donc, je dois mettre de côté dans la cagnotte qui me reste après avoir isolé l'épargne un montant de 10 000 francs pour quelque chose, peut-être de transport ou autre chose. Et dans les dépenses, vous devez identifier ce qui est dépenses fixes et dépenses variables. Parce que les dépenses fixes ne changent pas d'un mois à un autre. Le loyer ne change pas, mais on dit généralement que c'est une fixité relative parce que tu peux quand même l'influencer à un moment donné. Donc, si tu décides de changer de bail, de contrat de bail, tu changes de lieu, tu vas dans une autre maison, ça peut agir sur le coût de ton loyer. Et là encore, je vais vous dire, il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre les bonnes décisions. Parce que justement, ils n'ont aucune visibilité. Donc si tu sais par exemple, tu fais un budget et tu te rends compte que tu n'arrives pas à être à l'équilibre et que tu retournes voir tes dépenses, tu vois tes dépenses fixes, généralement tu vas dire que je ne peux pas agir dessus. Par contre, tes dépenses variables, ça dépend. Tu peux agir dessus. Par exemple, si je me déplace, je vais à l'université, si je décide de marcher 10 jours sur 30, j'ai un niveau de dépense. Et si je veux réduire ce coût, j'ai dit que je vais marcher maintenant 15 jours sur 30. Donc, j'ai la possibilité d'influencer cette dépense-là parce qu'elle est variable. Mais tu peux, si tu es limité avec tes dépenses variables, tu peux faire mieux. Tu peux aller influencer tes dépenses fixes. Parce que, comme je dis, elles sont quand même d'une fixité relative. Donc, tu peux décider de quitter là où tu es. Il y a des jeunes qui gagnent, je ne sais pas, moi, quand tu gagnes 150 000 francs le mois, par exemple, et que tu décides de vivre dans une villa, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Parce que dans tes 150 000, il y a 60 000 au moins qui vont être bouffés par le loyer. Pratiquement la moitié, c'est pas normal. C'est pas non normal. C'est pas normal. Vous voyez? Donc, le budget, en fait, le fait d'avoir une gestion budgétaire vous aide à bien canaliser tout ça. Vous voyez? À bien faire la part des choses et à ne pas tomber dans des dépenses qui sont au-dessus, en fait, de vos moyens. Et l'un des principes fondamentaux pour le budget, c'est que ça vous aide à vivre selon vos moyens. Et surtout, à prendre conscience de là où vous en êtes. Parce que dès lors que vous avez votre budget et que dans sa réalisation, vous voyez que c'est difficile, vous avez la possibilité de réajuster les choses. Quand vous réajustez et que ça ne va pas, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte tout simplement que votre niveau de revenu n'est pas acceptable. C'est pas ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous avez un budget. Au Togo, ce n'est pas facile, hein? C'est pour ça que nous, là, nous, Togolais, on doit faire le budget. On doit avoir une gestion budgétaire. Quand tu fais, tu essaies d'influencer tes dépenses. Tu fais le tout, tu réduis, tu fais. Après, il faut vivre un peu quand même. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout couper. Donc, il y a une limite. En ce moment, quand tu finis cet exercice sur tes dépenses, tu te rends compte que non, je ne suis toujours pas à l'équilibre. C'est que ton niveau de revenu n'est pas acceptable. Et là, il faut se lever, il faut faire quelque chose. Dis à ton voisin, là, il faut faire quelque chose. Là, il faut faire quelque chose. Parce que, justement, le mal, c'est que nous vivons, nous souffrons, mais nous ne faisons rien. David, n'est-ce pas? Oui. Le mal, c'est que nous ne faisons rien pour changer les choses. Et nous accusons le gouvernement, nous accusons le papa, la maman, la sorcière du village. Enfin, on accuse tout le monde, sauf nous-mêmes. Ok? Budget et style de vie. Vous savez, avoir une gestion budgétaire, ça vous aide également à calibrer les choses en fonction du style de vie que vous visez. Comme je dis, moi, quand je vois certaines personnes, je vois la façon dont ils vivent, je dis, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes dans une société où nous voulons paraître au lieu d'être. Nous voulons faire quoi? Paraître au lieu de... Et c'est une grande mal. Nous voulons paraître. Donc, ça fait que si je vois le voisin, il a acheté une belle voiture, je vais décider aussi d'acheter une belle voiture. Et je ne serai pas du reste. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Chacun doit savoir où il en est dans sa vie et planifier ses ressources en conséquence. Où est-ce que mon argent doit aller? Si aujourd'hui, tu es jeune et que l'argent qui rentre, tu ne réfléchis pas à comment le fructifier et tu penses plutôt aller acheter un véhicule, c'est que tu n'as rien compris. Le véhicule, ce n'est pas un élément de luxe ni un élément pour impressionner qui que ce soit. Le véhicule, c'est d'abord un outil, c'est d'abord un instrument. Mais si pour toi le véhicule, c'est pour impressionner quelqu'un, c'est que tu n'as rien compris. Donc, il faut que vous achetiez des choses qui ont du sens pour vous. Des choses dont vous avez réellement besoin. Une bonne gestion implique cela. Bon, arrivé, toi. Une bonne gestion implique que nous vivions selon le moyen et que nous achetions des choses qui ont du sens pour nous, qui nous apportent une certaine valeur. Ok? Et il faut faire la distinction entre ce que vous aimeriez avoir et ce dont vous avez réellement besoin, ce qui est essentiel pour vous à un moment donné. Faire la distinction entre besoin et désir. Oui, nous tous, nous voulons de belles voitures, nous voulons des véhicules de luxe, nous voulons des maisons, etc. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis à ce niveau? Est-ce que c'est parce que l'autre l'a acheté que moi aussi je dois l'acheter? Tout ça, c'est des éléments de réflexion qu'il faut avoir lorsqu'on se met dans une gestion budgétaire.
Vous voyez l'importance du budget, c'est-à-dire de cet exercice. Parce que ça vous amène en fait à réfléchir à tout ça là avant de définir vos lignes de dépenses, avant d'affecter vos ressources. Que se passe-t-il si vous ne faites pas de budget? Vous avez des dépenses excessives. Parce que ça rentre, ça sort. Voilà, c'est la vie, il faut dépenser. Vous avez un pouvoir d'achat limité. Vous tombez dans un cycle d'endettement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent et puis le 15 du mois, c'est eux qui vont faire toc toc toc. Et que quand on entend, même les gars, même ils connaissent le bruit de la façon dont tu fais le toc toc. C'est-à-dire, si c'est toi qui as la porte, même la façon dont tu sors le gars, il ne pas connaître. Et quand tu sors, non, c'est lui, il ne faut pas aller au lui. Dis non, il faut aller de lui, non, je le c'est lui. Parce qu'on s'est tellement mis dans un cycle d'endettement. Et vous savez, il y a des gens qui sont dans des quartiers, ils déménagent, pas parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Ils déménagent parce qu'ils se sont endettés auprès de tout le monde dans le quartier. À tel point qu'ils ne peuvent plus sortir de leur maison. Et quand ils sortent, en fait, les gens les regardent, les gens regardent leur argent. Donc, à un moment, ils sont obligés de déménager. Vous voyez, le fait de ne pas bien gérer, de ne pas prévoir, de ne pas planifier l'utilisation de son argent, ça vous met dans un cycle d'endettement qui n'en finit pas. Et vous ne pouvez pas, dans ces conditions, avoir une vie équilibrée. Et l'autre chose, c'est que vous ne vous assurez pas une sécurité future, ni pour vous, ni pour votre femme, si vous êtes votre femme ou votre mari, ni pour vos enfants. Voilà. Je vais aller sur la dernière partie. Alors ici, j'ai montré un peu un exemple de budget pour un élève ou un étudiant. D'accord, c'est vraiment schématique. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, le budget va se préparer en deux parties. Une partie revenu. Donc, on met l'argent de poche, les revenus ici, les AGR. Je le mets là parce que pour moi, c'est très important en tant qu'étudiant. Élève, bon, ça va, élève, vous pouvez vendre des biscuits et tout ça, le week-end, aider à aller vendre, bon, voilà, il ne faut pas trop se mettre, mais étudiant, il faut être dans une stratégie pour faire rentrer de l'argent. Il faut commencer par gagner son propre argent. Et vous allez voir que la nature fait bien les choses, parce que quand vous allez à l'université, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais vous avez de plus en plus de mal à aller demander de l'argent aux parents. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous est arrivé aussi? Dès lors que tu mets pied à l'université, tu as de plus en plus de mal. C'est-à-dire que la nature même te parle. Dieu même est en train de te parler, mon frère. Là, tu es grand, commence pas à réfléchir. Vous voyez? Donc, vous avez ça au niveau des revenus. Et puis, au niveau des dépenses, vous avez vu que j'ai un revenu de 40 000. Je prends 10%, je mets en épargne, ce qui reste, je le répartis dans mes postes de dépenses. Et je dois avoir toujours un budget équilibré, donc en revenus comme en dépenses. Donc, si vous quittez ici aujourd'hui, ce que moi j'attends de vous, c'est que vous alliez établir votre budget. Qui va le faire? Très bien, acclamez pour vous. Pour finir donc, je vais vous parler d'un certain nombre d'instruments de façon très rapide. Et puis après, c'est des instruments qui vont être développés par d'autres intervenants. Mais lorsque vous avez de l'argent et que vous faites votre épargne, c'est quoi l'intérêt? Parce que les gens disent, pourquoi j'ai mis de l'argent de côté? Pourquoi on m'impose en fait de mettre 10%? Et quand je dis 10% de votre revenu, c'est le minimum. Et quand vous êtes très discipliné, vous pouvez, comme moi, aller même jusqu'à 40-50% de votre revenu en épargne. Parce que vous apprenez en fait à suivre un budget, à s'en tenir à ce budget. Moi, c'est ce que je fais. Une gestion budget. Il y a des gens qui disent que mais, si je fais le budget, là, ça ne me prive pas d'une belle vie, parce que c'est prévu. Parce que dès le mois de décembre, on sait que dans les vacances prochaines, on va aller dans tel pays. Donc, on prévoit de l'argent, on met de l'argent de côté pour ça. Ça rentre dans notre épargne. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne le prévoit pas, parce qu'on ne planifie pas, parce qu'on ne met pas d'argent de côté pour ça. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc, le premier instrument, lorsque tu as ton épargne, déjà, c'est de façon stratégique savoir
comment utiliser, c'est-à-dire comment placer cette épargne-là. Déjà, quel type d'épargne je vais avoir. Ok? Donc, sur la place ici, vous aurez des épargnes un peu du type classique. Donc, dans nos banques, on va vous accorder des intérêts de 3,5% par là. Ça tourne autour de 3,5% d'intérêt. Et que vous laissez votre argent auprès d'une institution, les 10% là, vous le déposez sur un compte bancaire et vous gagnez 3,5% comme taux d'intérêt. Okay? Mais il y a d'autres formes d'épargne, ce n'est pas seulement dans les banques. Il y a par exemple l'assurance vie qui est aussi une forme d'épargne. Même s'il y a un aspect assurance qui fait que bon, on tient compte de l'incertitude avec l'avantage que bon, si tu meurs, tu gagnes le pari. Et... si tu meurs, tu as gagné le pari. Et que la cagnotte tombe quand tu n'es plus là. Bon, mais il y a quand même que quand tu vis jusqu'à la fin du contrat, on te reverse de l'argent. Mais vraiment, l'assurance, ça ne t'arrange que si ce que tu as prévu arrive. Donc si tu meurs, c'est là où ça arrange. Mais qui veut mourir? Personne. Donc il faut savoir répartir en fait son épargne entre différentes formes de placement. Okay? Donc j'ai une partie de mon argent que moi-même je maîtrise, qui est sous mon contrôle, que je mets dans un compte bancaire, un compte d'épargne. Et j'ai une partie que je vais mettre dans une assurance vie, si je veux. J'ai une partie que je peux mettre encore, je peux faire encore mieux, je peux mettre dans un compte de dépôt à terme. Ok? Donc ça rentre dans les épargnes un peu spéciales. Donc je peux mettre dans un dépôt à terme. Dès que je cumule de l'argent, par exemple, je me fais peut-être 1 million sur mon compte d'épargne. Ok? Bon, là vraiment, j'utilise des petits montants. Je me fais 1 million sur mon compte d'épargne, je peux décider. Après avoir vu mes dépenses, mes entrées, sorties, je me projette peut-être sur 2 ans et je dis ok, je vais prendre 500 000 dedans, je vais le bloquer. C'est-à-dire que durant les 2 ans, je ne touche pas à ces 500 000. Mais l'avantage, c'est que je bénéficie de l'effet de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire que l'intérêt s'ajoute au capital, ça se cumule au fur et à mesure et tout et tout. Donc ça, c'est des formes d'épargne spéciales. Vous avez par exemple le plan épargne logement dans certaines banques qui vous permettent d'aller gagner jusqu'à 4,75%. Je ne vous donnerai pas le nom de la banque. Il ne faut pas venir me regarder, dire ah Bruno, il faut me donner ça, non, toi aussi. Non. Parce que dans beaucoup de banques, tu ne vas pas trouver ça. Mais ça existe. Donc le dépôt à terme permet également d'aller dans les 4%. Okay? Donc voilà, vous avez des possibilités de faire fructifier votre argent. Vous voyez l'intérêt d'avoir de l'épargne. L'épargne peut vous permettre également de faire des placements en bourse. On va voir dans l'après-midi comment on fait. Donc, vous pouvez aller acheter des actions. Quand vous achetez des actions, vous gagnez des dividendes, c'est-à-dire que l'entreprise partage avec vous une partie de son revenu. Vous pouvez acheter des obligations d'État, et ça, vous êtes parti à un taux de 6,5%. Même 6,8%, je pense qu'il y en a eu ici. La dernière fois, je voyais sur mon portefeuille, là, j'ai une obligation qui est à ce taux. Il y a d'autres qui sont à 6,10, d'autres à 6,5. Voilà. Donc, c'est possible, et ça fait des revenus. Les fonds communs de placement également en bourse. Et vous faites de l'argent encore plus. Vous n'êtes plus à 3,5%. Et le dernier truc, c'est de pouvoir mettre en place un mécanisme pour lutter contre l'effet de l'inflation. Parce que je dis souvent que les gens, ce qu'ils ignorent, c'est que pourquoi on dit que l'épargne ne peut jamais vous enrichir? Parce que l'épargne, c'est de l'argent immobilisé qui vous donne l'impression que vous gagnez quelque chose, mais en réalité, ce quelque chose que vous gagnez est vite bouffé par l'inflation. Et ça, c'est de l'intelligence financière qu'il faut avoir. J'ai de l'épargne où on me rémunère à 3,5% l'an. Si j'ai un taux d'inflation moyen qui tourne autour de 3% l'an, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que finalement, mon pouvoir d'achat qui est diminué par cette inflation, cet argent en fait perd sa valeur. Même les intérêts que je gagne, en fait, c'est comme si je ne les avais pas gagnés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où en réalité, l'épargne, les intérêts que tu perçois sur ton épargne, si tu t'en tiens à ça, tu ne fais que, au mieux, tu ne fais que maintenir ton capital.
Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut avoir des stratégies. C'est pour ça que vous allez vers la bourse pour avoir un taux encore plus important. C'est pour ça également que surtout, moi j'ai une stratégie, c'est celle de l'immobilier. C'est-à-dire que chaque année, personnellement, j'essaie de convertir une partie de mon épargne en immobilier. Parce que là, j'ai des taux vraiment importants. C'est-à-dire que là, tu pars dans les 10% vite fait. Vous savez comment ça file en Afrique. Alors, c'est ça, ça double. Hein, tout de suite, ça double. Ça triple. Donc, moi, ma stratégie, c'est de dire, il faut, dans votre planification, vous dire que chaque 1 an, chaque 2 ans, je dois acquérir une propriété immobilière qui, du coup, va prendre de la valeur au fil du temps pour venir juguler la perte que j'ai sur mes capitaux en termes d'inflation. Parce qu'il y a une chose, nous parlons d'inflation, mais le prix des terrains, ça continue de grimper. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est un moyen également important en termes d'investissement de son argent. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce matin. Ce qu'il faut retenir, c'est que, 1, la planification, c'est un élément essentiel dans votre vie. Et c'est dans tous les domaines. On ne peut pas atteindre nos objectifs si on n'a pas une feuille de route. C'est pour ça qu'il faut se poser et accoucher un plan d'action sur papier. Au niveau de vos finances personnelles, vous avez un outil qui vous aide, le budget. Budget, revenu, dépenses, épargne. L'épargne ne suffit pas, il faut avoir une stratégie par rapport à cette épargne. Placement, de relancement, investissement. Voilà ce qu'il faut garder en tête lorsque nous parlons de planification financière. Et ça va au-delà, jusqu'à même comment est-ce que vous pouvez préparer l'avenir de vos enfants, pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Aujourd'hui, déjà, vous savez à peu près combien il faut mettre de côté pour assurer les études supérieures de vos enfants. Ça, c'est des choses que les Occidentaux font que nous, on ne fait pas. Ils ont des comptes dédiés où l'argent est viré automatiquement. Ça fait ça dans 20 ans. J'aurai un capital de 20 millions, ça permet d'assurer. Et ça, quand on fait cette projection, on tient compte de l'inflation. Vous voyez? Donc ça, c'est important. La retraite également, on planifie. Qui compte sur la CNSS ici? Je veux voir le plus malheureux ici. Le plus malheureux, il compte sur la CNSS. La CNSS considérez-le comme un complément, pas le principal. Si. Ce que vous payez. Est-ce que quand vous passez devant, vous voyez la file de monde qui sont là-bas, ça vous donne envie? Moi, ça ne me donne pas envie. Je ne veux absolument pas dépendre des revenus provenant de la CNSS quand je serai à la retraite. Absolument pas. Je ne veux pas faire cette file. Et c'est aujourd'hui que vous décidez ce que vous voulez de votre vie demain. Et pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut se priver aujourd'hui pour préparer son avenir.